Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine pour un épisode, j'espère qu'il sera pas très long, mais c'est bien de faire un point parce que je pense que c'est des questions qui se posent au cours de la vie de quelqu'un. Donc on va vous parler des régimes matrimoniaux, mais peut-être avant on va faire la classique boom anecdote. Cette semaine, alors on est super content pour le projet de l'hôtel qu'on rénove, on vous en parle souvent. On est très content parce que le chantier est fini à 98%, donc on y passe cette semaine, on a posé des jours de congé pour un mariage, on va y passer pour voir un petit peu. Ce qui nous embête juste, c'est qu'en fait on n'a toujours pas de nouvelles d'Enedis, enfin pas de nouvelles. J'exagère. On a des nouvelles, mais pas les nouvelles qu'on attend. Ils nous rendent zinzin. Je vous jure, ça fait peut-être 2 mois et demi qu'on a déposé le dossier chez eux. On sait qu'il y a toujours du délai et que c'est une entreprise qui a un monopole de marché, donc on peut pas faire jouer la concurrence. Ils sont lents, ils vivent dans un monde où tout prend des plombes. Et en fait, on a justement pas perdu le temps au début. Je pense qu'on vous en avait parlé parce qu'on se doutait que ça allait être un petit peu la seule vraie problématique de ce projet-là, c'était de faire intervenir Enedis dans les temps. Et là, en fait, on se rend compte que le chantier est quasiment fini, que en théorie on pourrait faire rentrer des locataires, on va dire, dans 15 jours, et sauf que pour l'instant, on n'a même pas eu le devis d'Enedis. Donc, si vous avez déjà travaillé avec eux, vous savez qu'il y a un petit peu de délai après que vous ayez reçu le devis. Donc, en fait, on a peur de perdre un mois et demi de location à cause de ces conneries, quoi. Après, dans toute expérience, il faut en tirer du positif, j'ai envie de dire. Je t'avoue qu'avec Enedis, j'ai du mal à tirer des positifs. Ouais, en fait, c'est surtout que... En fait, soyez proactifs quand vous gérez des projets. Depuis le début, je sens qu'il y a un truc qui va pas parce que le bonhomme est passé pour Enedis et j'avais pas de nouvelles, alors que normalement le devis ça va quand même assez vite à partir du moment où il est allé. On a un architecte qui s'occupe des plans, etc. Le maître d'œuvre a renvoyé la balle vers elle et elle m'a dit elle me parlait d'une dame pour la gestion du dossier et je me disais mais c'est bizarre parce que nous on a un homme depuis le début. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte qu'on avait un double dossier chez eux, que personne ne s'en était rendu compte et que, en fait, ça fait plusieurs semaines que j'harcèle pour voir où est-ce que ça en est et qu'est-ce qui fait que le devis n'arrive pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez le devis, ils ont 3 mois pour intervenir. Donc autant vous dire que... on va les secouer. Ouais, là, ils me connaissent pas encore. En fait, je vais appeler tous les jours jusqu'à ce que le mec vienne tirer ses putains de gaines. Et en fait, c'est vraiment de l'expérience parce que je me dis, en fait, même quand on paye des gens, alors ils y sont pour rien, ni l'architecte, ni le maître d'œuvre, mais en fait, ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime pas déléguer. C'est qu'en fait, je me rends compte que personne fait correctement son travail. Au final, chez Enedis, on est tombé sur une corinne de bureau qui était ultra désagréable, qui nous disait que le projet est compliqué, alors que franchement, c'est un hôtel de plein pied. Enfin, je veux dire, c'est une maison, quoi. Il y a la place pour tirer les câbles. Il suffit de tirer des compteurs. Enfin, je veux dire. Il y a un poteau, il y a justement un poteau d'Enedis à 3 mètres du mur. Enfin, bon, bref. C'est ça. Donc, en fait, vraiment, en fait, il faut pas les lâcher. Il faut toujours vérifier, même si vous avez délégué la tâche. En fait, si vous n'avez pas de nouvelles, inquiétez-vous. Quitte à ce que vous passiez pour le relou de service. Mais en fait, je préfère passer pour le relou de service et que ça me coûte pas 1500 balles d'intérêt par mois à cause de Mongoliens qui veulent pas faire leur travail. Les loyers perdus, quoi, surtout. Ouais, les loyers perdus aussi. Donc, plus que 1500 par mois. Ouais, ça nous coûte 5000 par mois, en gros. Voilà. Donc, on aimerait que ça se finisse pour Enedis.
Bon, après, je sais pas, maintenant je prends un peu de recul quand même. Julien, pas trop là, ça t'a agacé cette semaine. Ouais, mais en fait, si tu veux, ça m'énerve parce que je savais que ça allait être compliqué, qu'on fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on n'avait pas les clés, si vous voulez, dans l'ordre d'une acquisition, je pense qu'on n'avait pas encore ouvert le compteur d'eau, qu'on avait déjà fait déposer le dossier chez Enedis parce qu'on savait que c'est ce qui allait prendre le plus de temps. On tombe sur une équipe d'artisans au top qui fait vraiment un très bon boulot et dans un temps qui est vraiment extrêmement impressionnant. Je pense que quand tout sera fini, on fera peut-être un épisode dédié avec tous les chiffres du projet, etc. et comment ils ont bossé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et vous verrez qu'en fait, ils ont vraiment fait une rénovation complète à la limite de la construction, parce qu'il y a carrément une partie qui a été reconstruite en 2 mois. Enfin, vraiment, c'est vraiment zinzin boulot, à quelle vitesse ils ont fait ça. Et en fait, là, on va juste perdre du temps à cause d'Enedis, sachant que là, donc aujourd'hui, on est le 15 juin. On a un gars de chez eux qui est passé, je pense, autour du 10 avril, quelque chose comme ça, sur le chantier, et soi-disant devait recevoir le devis la semaine suivante. Donc là, ça fait réellement 2 mois qu'on attend le devis et que forcément, nous, dès qu'on reçoit le devis, on envoie la compte, ça part. Et en fait, s'ils avaient fait les choses dans les temps, en fait, on aurait déjà payé le raconte et on aurait déjà pris rendez-vous et peut-être même que les compteurs seront déjà posés. Donc là, on risque de recevoir le devis semaine prochaine, voire peut-être semaine d'après, parce que je les connais. Ces gens-là ne sont pas une semaine près, alors que moi, je suis à une semaine près. Et le souci, c'est qu'en fait, je les connais. Une fois qu'on va avoir payé le devis, ils vont dire ah non, mais vous comprenez, le devis, vous venez seulement de le valider. On a des temps, il faut qu'on aille voir la mairie, les conventions de passage des gaines, etc. Il faut modifier la puissance du poteau électrique. Enfin bon, bref, ils vont sortir tout un tas d'excuses pour nous expliquer que ça va prendre du temps. Là, on arrive fin juin, on va être en juillet, ils vont nous dire mais vous savez, c'est les vacances scolaires, du coup on n'a pas toutes les équipes qui sont là, machin. Et franchement, si je prends le pire des scénarios, mais on a les compteurs en septembre, je peux vous dire que, enfin, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais débarquer à Mérignac dans leurs locaux, quoi. Foutre le feu chez Enedis. Ah non, mais je vous jure, ça me rend fou. Sinon, des meilleures nouvelles, c'est qu'on a des accords de principe pour le prêt. Donc, dans 2 banques pour l'instant. Donc normalement, une, on a un financement à 100%, une autre où le financement serait a priori à 90%, ils nous demanderaient 10% d'apport en plus des frais. Ça m'embête un petit peu. Du coup, j'ai essayé de voir si on pouvait pas faire un petit peu mieux. Et puis j'attends surtout je les connais les banques maintenant. J'attends d'avoir les papiers avec les taux pour qu'on regarde un petit peu ce qu'il en est. Mais ça fait quand même plaisir parce qu'on avait quand même pris 2 refus. Ça fait, je crois, 3 voire 4 mois qu'on y est sur même 6 mois. En fait, ce projet-là, ça fait déjà 6 mois qu'on a visité, qu'on a fait des offres, etc. Les notaires nous ont fait perdre pas mal de temps. Après, on n'était pas très pressés parce que moi, je savais que les taux étaient en train de baisser au printemps. Donc, je me suis dit plus tard, on va voir des banques meilleures, on aura des taux. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'on ait 2 refus. Ouais, après, ça tombait quand même bien parce que le propriétaire actuel, au final, ça l'arrange pas tant de partir maintenant. Il préfère partir à la fin de l'été. Donc, bon, au final, au niveau du timing, c'est juste pour nous, en fait. Nous, on aimerait renchaîner sur la dernière OP. Qui signe la délivrance de tout ce bordel là depuis 5 ans et quitter les jobs en fait parce que moi j'en peux plus, ça me saoule. Et au final bon écoute, ça se dégoupille, c'est déjà un problème en moins, donc c'est cool en vrai. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est cool. Ouais, c'est cool, ça fait au moins des bonnes nouvelles. Après, bon, on a eu une autre mauvaise nouvelle cette semaine, mais on en parlera dans un autre épisode. Je suis fatiguée d'en parler, donc on en parlera on en parlera une autre fois, parce qu'en plus ça va prendre un peu de temps, etc. Et bon, vous inquiétez pas, encore une fois, c'est rien de grave, mais bon, c'est juste pour vous montrer que voilà, l'Imo Dream, en permanence, vous avez des trucs à gérer dont vous seriez bien passé. J'en profite également pour faire une annonce. Là, on arrive au 1 an du podcast, faudrait que je regarde la date, mais je crois que de mémoire on l'avait lancé quelque chose comme le 20 ou le 22 juin. Donc quand vous écouterez cet épisode, ça fera pile 1 an qu'on a lancé le podcast. Donc ça c'est top, c'est génial, on est très content. Et je crois qu'on vous a déjà parlé dans l'épisode dernier, on veut faire une FAQ. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous les poser. Le mieux c'est que vous nous les posiez sur le compte Instagram, et comme ça en même temps si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez les news qu'on fait passer par ce canal. Et franchement ça nous fait très plaisir. On a hâte de tourner cet épisode FAQ, ça permettra de faire peut-être un moment d'échange aussi avec nos communautés, de savoir un petit peu s'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas expliquées ou des fois que vous voulez savoir sur nous, etc. Enfin, n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions. Et voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur l'épisode du jour. Ouais, les régimes matrimoniaux. Voilà. Attends, déjà il faut savoir pourquoi on parle de cet épisode. On arrive dans la saison des mariages, justement on va à un mariage samedi prochain. C'est vrai. Donc ça nous y a fait un petit peu penser parce que ça reste un peu, on va dire, notre
objectif sur ce podcast, c'est un peu d'amener vraiment de la connaissance, des conseils, tout en étant dans la bonne humeur et de rendre ça un petit peu intéressant, parce que savoir le mariage, c'est un moment de vie, et savoir un petit peu ce qui est possible de faire, en réalité on vous en parle nulle part, hein, c'est pas à la télé que vous apprendrez les différents régimes matrimoniaux que vous pouvez utiliser, et on s'est dit que c'était intéressant de vous les présenter aujourd'hui, parce que ça reste un peu dans cette logique du patrimoine, de l'investissement, de l'argent en couple, c'est un peu ça se regroupe un peu dans tous ces sujets. Donc pareil, aujourd'hui c'est pas le but de vous faire un cours de droit là-dessus, parce que moi quand j'ai étudié les régimes matrimoniaux à la fac, on y a passé une semaine, 7 heures par jour, donc c'est pas du tout l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de rester sur les grandes notions et que vous compreniez un petit peu les différences, et éventuellement que vous sachiez le jour où la question du mariage se pose, est-ce que vous avez besoin de ne pas prendre le régime légal ou pas. Ouais. Bon, on peut attaquer, je pense, après cette brève introduction. Tout à fait. Peut-être deux petites choses en introduction encore que j'ai pensé en préparant l'épisode, parce que ça me paraît important de vous le dire. Quand vous n'êtes pas marié, vous êtes uniquement ce qu'on appelle concubin aux yeux de la loi. Donc concubin, personne. Si, le concubin aux yeux de la loi, il est reconnu. Ça veut simplement dire que vous vivez ensemble. D'un point de vue fiscal, vous n'êtes pas dans le même foyer fiscal. Vous faites chacun votre propre déclaration d'impôt. Mais par exemple, ça c'est un détail intéressant à savoir, notamment quand on investit dans l'immobilier. C'est pour l'IFI, donc pour l'impôt sur la fortune immobilière. La taxation se fait y compris entre concubins. Il n'y a pas forcément besoin d'être marié pour avoir un impôt commun à payer sur Quel hasard. L'État a pensé à tout, parce qu'il s'est dit, les petits malins qui vont pas se marier pour entre guillemets ne pas payer l'IFI parce qu'ils savent que s'ils se marient ils vont dépasser le seuil, on les taxera également s'ils sont concubins. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Après il y a un peu le cas classique, par exemple, qui est notre cas avec Marie, c'est d'être pacsé. Alors ça c'est pas un régime matrimonial en soi, parce que c'est pas l'équivalent d'un mariage, c'est juste ça s'appelle en fait un régime civil d'union. Ils ont essayé de créer ça, je sais plus, ça a été créé dans les années 2000 je crois, parce que c'était un peu plus moderne, que c'est un peu plus simple que le mariage, que ça permet aussi de faire une étape, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de couples qui d'abord se pacsent et puis quelques années après ils se marient. Oui, parce que c'est moins engageant en fait, ça nous permet de mutualiser la déclaration d'impôt commune. Par exemple, pendant longtemps, Julien a gagné beaucoup plus que moi. En réalité, c'était intéressant qu'on se paxe parce qu'on avait une économie d'impôt. Et par contre, ce que nous on n'a pas fait, qui est peut-être un peu bébête, mais bon, vu que le mariage arrive par la suite, c'est peut-être, maintenant ça vaut plus le coup, mais c'est qu'il faut faire quand même j'ai plus le mot, je suis le notaire. Un contrat ? Ouais, en gros, s'il y en a un qui décède, que l'autre... un testament. Un testament, ouais. Voilà, merci. Je ne comprenais pas de quoi tu faisais allusion. Oui, effectivement, par exemple, le PACS ne couvre pas l'aspect de la succession. Donc, effectivement, quand vous êtes pacsé et que vous voulez vous protéger contre le décès d'un des époux, il faut en plus faire un testament, alors que par exemple, dans le cas du mariage, c'est déjà prévu. Même si, là aussi, on en parlera, tu me fais une petite conclusion pour cet épisode auquel je n'avais pas pensé. On parlera rapidement de la succession au sein du mariage et de est-ce que vous devez faire un testament ou pas, y compris quand vous êtes marié. Donc voilà, c'est un peu les petits éléments que je voulais vous dire en introduction. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, je trouve ça bien, en vrai, comme intro. Je me demandais, en fait, est-ce qu'on est en France, on a quand même vraiment beaucoup de régimes matrimoniaux. Est-ce que par rapport aux autres pays, c'est normal, pas normal? Aux États-Unis, c'est pareil ou pas? Alors là, je t'avoue que tu me poses une colle. Je t'avoue que le droit comparé, tu vois, il y a des domaines comme la fiscalité ou le droit des sociétés, j'ai des notions, mais je t'avoue que les régimes matrimoniaux dans les autres pays, je pense principalement aux États-Unis ou en Angleterre, tu vois, des pays en réalité, je te dirais, par exemple, je sais comment ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne un petit peu chez nous parce qu'on appelle ça un petit peu le droit latin, tu vois. Donc, ils ont un petit peu les mêmes fonctionnements que chez nous dans les pays un peu type Italie, Espagne, Allemagne, etc. Par contre, les pays de droit anglo-saxon, je sais que c'est différent, mais je t'avoue que je pourrais pas expliquer les différences. Tu m'as posé une vraie colle en direct. Désolée. c'est pas grave, tu vois, mais bon, vaut mieux le dire que bricoler des conneries, quoi. Bon, écoute, alors je retente une autre question. Le mariage, ça existe depuis toujours, j'ai quand même l'impression, dans les coutumes, dans notre culture en tout cas, ça existe quand même depuis toujours. À la base, ça sert à quoi ? De unir les familles, je pense, non ? Oui, en fait, si tu veux, le principe du mariage, bon, ça c'est un petit cours d'histoire culturelle en même temps, tu vois, ça remonte simplement à la chrétienté. Enfin, t'as quand même un mariage dans toutes les religions monothéistes. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu, le mariage, c'est la manière, je pense, d'organiser la société pour s'opposer à la polygamie, tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu permets dans une société, tu te mets 2000 ans ou 2500 ans en arrière. Quand tu unis deux personnes et que tu les maries, ça veut dire que tu n'as qu'un homme et qu'une femme qui sont en couple ensemble et que t'évites ce qui faisait très souvent dans d'autres cultures et notamment dans les religions polythéistes où ça pouvait fonctionner un peu différemment, où tu avais souvent un homme qui avait plusieurs femmes. Ah oui.
Oui. Et c'est pour ça que quasiment, à part, on va pas aborder non plus la question ici parce que c'est pas l'objet, mais à part par exemple l'islam qui peut permettre le mariage polygame, que ce soit le judaïsme ou la chrétienté, c'est totalement interdit. Je me dis aussi peut-être que ça protège un peu les héritiers ou les enfants, tu vois. Oui, mais c'est dans cette logique, de transmission, d'héritage, de dynastie. Après, la partie, on va dire, très juridique qu'on a aujourd'hui, c'est le code civil, donc c'est à l'époque de Napoléon. Je dis pas de conneries, je crois qu'il est sorti en 1804, le code civil. Donc voilà, ça date de cette époque-là, et c'est surtout comment organiser le droit, et notamment le droit des biens. En réalité, les régimes matrimoniaux, c'est pas beaucoup d'autre chose que le droit des biens au sein du régime matrimonial. Moi, j'y vois un côté un peu fleur bleue, tu vois, au mariage. Ouais, oui, c'est normal. En fait, oui, t'as raison, c'est principalement un contrat à la base. Tout à fait. C'est un contrat, et ça vient régir, en réalité, s'il y a pas de patrimoine, d'un point de vue juridique, tu pourrais même te demander de l'intérêt du mariage, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, tout le monde a des biens, tu vois, mais tu te mets il y a 2000 ans, de personnes, je sais pas moi, qui sont serfs pour un seigneur, qui ont qu'un bien, et est-ce que ça a vraiment un intérêt d'être marié, si ce n'est à ce moment-là de l'être devant Dieu, tu vois. À ce moment-là, c'est plus culturel, mais il n'y a pas trop d'intérêt sur l'aspect juridique. On peut, si on veut se marier à l'église, par exemple, on est obligé de passer par le mariage civil, je crois. Tout à fait. Ça, c'est une obligation depuis, je crois, c'est 1905, je crois, sur la loi sur la séparation de l'église et de l'État, où, en fait, effectivement, si tu veux aujourd'hui te marier à l'église, tu es obligé de d'abord te marier à la mairie. Et pas l'islam, je crois. Chez les musulmans, je crois pas. Tu peux te marier religieusement, mais sans être marié civilement. Et chez les juifs, je sais pas. Je t'avoue que je pense, logiquement, que ça doit être comme pour les chrétiens. Ouais, si tu veux te marier, tu dois d'abord te marier à l'église avant de pouvoir te marier à la synagogue. Ok. Bon, peut-être attaquer par le régime de base, non? Parce que c'est... Ouais, peut-être, tu vois, un dernier truc, parce que pareil, ça, on va pas rentrer dans les détails, parce que honnêtement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que le régime matrimonial, comment on le définit, quel est son rôle dans le couple, parce que dans le régime matrimonial, vous avez aussi des règles, notamment les règles d'assistance entre époux, vous avez les règles comment un époux doit venir subvenir aux besoins de son conjoint, vous avez toutes ces questions-là qui rentrent dans le régime matrimonial. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Nous, on va vraiment rester sur les grands régimes et sur quand on se marie, quel régime on choisit et quelles conséquences ça. Quand on investit, quand on est entrepreneur, tout à fait. Avec des exemples. Qui nous intéresse. Ouais, parce que moi, je sais que par exemple, dans le cadre de mon boulot, j'ai eu beaucoup d'exemples sur des couples qui avaient des régimes, des régimes matrimoniaux différents, qui ont réfléchi à quand ils allaient se marier, lequel ils allaient choisir, voire à le modifier en cours de vie, parce qu'on verra que c'est possible aussi. Donc voilà, c'est plutôt ces questions-là qu'on va regarder qui sont plus intéressantes. Et encore une fois, c'est pas du tout en cours de droit, parce que sinon, ça rendrait ce podcast pas intéressant. Okay. On va commencer peut-être par le premier régime. Ouais, régime de la communauté réduite aux acquis. Qui est le de base. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle le régime légal, c'est-à-dire que quand vous ne choisissez pas de régime matrimoniaux, vous êtes automatiquement dans ce régime. Alors, moi personnellement, ce régime, je le trouve assez équilibré. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que vous possédez avant le mariage reste vos biens propres. Et tout ce que vous allez acquérir après le mariage deviennent des biens communs. Donc c'est un peu comme si vous étiez la communauté des biens, c'est pas l'indivision, c'est plutôt ça va un petit peu au-delà de ça, parce que quand vous avez des biens en commun au sein du couple, en fait, on considère que les deux époux ont tous les droits de disposer comme ils veulent des biens à l'intérieur de la communauté. Donc si par exemple moi, je sais que mes parents, ils sont sous ce régime-là. Mon père a hérité il y a quelque temps de son père. En soi, ma mère aurait pu faire ce qu'elle voulait avec l'héritage. Non, parce que ça fait justement la suite directe d'attaquer l'exception. Les biens dans les biens propres, donc en fait, c'est les biens. Faut voir que dans un régime matrimonial, vous avez les biens propres et les biens communs. Les biens propres, c'est ce qui appartient et reste à chaque époux, y compris quand ils sont mariés. Et vous avez la masse des biens communs, qui sont les biens qui appartiennent aux deux époux et qu'on devra partager en cas de séparation ou au moment de la succession, s'il y en a un qui décède avant l'autre. Et dans les biens propres, vous avez les biens qui ont été acquis avant le mariage. Et vous avez les biens qui sont reçus par donation succession. Donc notamment, tu prenais le cas de ton papa qui a hérité de biens, ça c'est des biens propres, ta maman n'a pas le droit de faire des actes juridiques sur ceux-ci, car ces biens ne rentrent pas dans la communauté. En revanche, si maintenant par exemple ton père revend un de ses biens, prend cet argent et achète par exemple une résidence secondaire pour eux, la résidence secondaire rentrera dans la masse successorale, sauf s'ils font ce qu'on appelle une clause de réemploi, c'est-à-dire qu'il faut passer chez le notaire et dire que comme la résidence secondaire est achetée avec de l'argent qui vient des biens propres, ça reste un bien propre.
D'accord. Mais bon, là maintenant je viens de perdre tout le monde avec la clause de réemploi. Donc encore une fois, c'est des biens techniques. Retenez que dans le régime de la communauté réduite aux acquis, voilà, tout ce que vous allez acquérir une fois que vous êtes en couple, peu importe que ça soit par lequel des époux, va venir enrichir la communauté, y compris par exemple si vous êtes dans un couple où il y a une disproportion des revenus, l'un gagne 10 000, l'autre gagne 2 000, les salaires, quoi qu'il arrive, ils rentrent dans la masse des biens communs. Chaque époux peut en disposer comme il veut. Et si par exemple l'époux qui gagne 10 000 euros par mois, il fait un investissement avec cet argent rentrera, y compris les plus-values et les dividendes, si par exemple c'est une action, rentreront dans la masse des biens communs, et l'autre conjoint pourra en bénéficier et dans tous les cas aura toujours droit à la moitié. Ça, c'est adapté aux couples qui ont une vision un peu à la vie à la mort, non ? La communauté réduite aux acquis. Non, pas nécessairement. Moi, honnêtement, c'est le régime légal. Je trouve qu'il est assez bien équilibré parce qu'en fait, la règle elle est assez simple. Hein. C'est ce que tu as acquis avant reste à toi. Ce dont tu fais l'acquisition une fois que tu es marié, ça appartient aux deux. Et le jour où, par exemple, on va prendre le cas un peu classique, le divorce. Bon, la succession, c'est un peu plus simple sur l'aspect moral et matrimonial, on va dire. Mais sur le jour où il y a un divorce, ça veut simplement dire que toutes les choses que tu as achetées à deux, tu les partages. Et en réalité, c'est un peu, moi en tout cas, c'est la vision du couple que j'ai, c'est-à-dire que peu importe qu'il y en ait un qui travaille plus que l'autre, un couple c'est un moteur, c'est-à-dire que ça arrive souvent et c'est très souvent arrivé que par exemple t'en aies un du couple qui travaille beaucoup, qui rapporte entre guillemets l'argent à la maison, que t'aies l'autre personne du couple qui s'occupe plus des enfants, qui travaille moins, qui a des revenus moins importants, et c'est normal qu'à la fin on partage 50-50 parce qu'en fait l'un n'aurait pas pu avancer sans l'autre, tu vois. Donc je trouve que c'est le régime qui remplit le mieux son rôle on rééquilibre de manière matériel les différentes tâches que chacun fait dans le couple en fait, tout simplement. Ok, ça c'est une question que je me pose, c'est que par exemple si on est sous la communauté et que par exemple qu'on divorce, est-ce qu'il y en a un qui peut renoncer à d'autres biens, tu vois, quand tu divorces par exemple? Ah oui, c'est possible de renoncer. Après, c'est jamais définitif, je veux dire. Non, mais c'est toujours, en fait, ta question, elle est possible. Oui, on peut renoncer à des biens. Le seul problème, c'est qu'en général, quand il y a un divorce, ça va pas bien. Ça se passe pas bien. Ouais. Donc la personne qui avait dit t'inquiète, je renoncerai à l'investissement qu'on avait fait ensemble, par exemple, parce que c'est toi qui t'en occupais, il y a fort à parier qu'au moment du divorce, elles ne reviennent pas dessus. Donc c'est possible, mais ça n'arrive souvent pas. Sachant que tu vois, moi j'ai eu un exemple et finalement c'est souvent là où c'est le plus logique. Tu vois, c'était monsieur et madame, ils étaient salariés tous les deux. Aujourd'hui, ils ont une quarantaine d'années, je crois qu'ils ont 3 ou 4 enfants ensemble. Ils gagnent à peu près les mêmes revenus. Je crois que monsieur doit gagner peut-être 6 000 par mois, madame doit gagner 4 500 ou 5 000. Et ils investissent pas mal dans l'immobilier. Sachant que dans l'immobilier, en réalité, c'est plus monsieur qui fait les investissements, qui fait les travaux lui-même, et madame, on va dire, qui est plus sur l'aspect administratif, qui s'occupe du foyer avec les enfants. Moi, personnellement, je trouve que c'est logique pour eux d'être mariés sur le régime de la communauté réduite aux acquis, parce que si un jour ils doivent divorcer, en fait, ils auront participé, on va dire 50-50 à tout ce que détient le couple dans la communauté, et c'est normal qu'on la partage de cette manière-là, tu vois. Et dans leur cas, étant donné qu'en plus ils sont salariés, on le verra après avec le grand autre régime qui est un peu l'opposé, qui est le régime de la séparation des biens. Eux, typiquement, je vois pas quel intérêt ils auraient eu d'être en séparation des biens, mis à part de déjà prévoir le cas où il y aurait un divorce, tu vois. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça, on en reparlera après, mais oui. Et moi, sinon, j'ai aussi un autre exemple en ce moment. J'ai un client qui, je crois qu'il a 50 ans, un truc comme ça. Il est marié sous la communauté et il a ouvert 3 business via une franchise depuis 2 ans, et il divorce et en fait il doit indemniser du coup sa compagne pour pouvoir garder ses business que lui gère, hein. C'est-à-dire que c'est à lui, il a mis tous ses sous dedans, des sous. Alors est-ce que ces sous appartenaient aussi à elle, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est qu'elle a rien à voir avec les sociétés vu que c'est moi qui fais la compta et que j'ai jamais affaire à elle. Elle n'est pas associée dedans ni rien, mais du coup dans le cadre du divorce elle lui prend quand même la moitié de la valeur de ces sociétés-là. Oui, et ça c'est en fait c'est classique et logique en tout cas pour le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que l'entreprise ayant été acquise après le mariage, c'est un bien commun et donc y compris l'entreprise doit être partagée au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Donc c'est toujours pareil. Si tu vois ça un petit peu du côté de monsieur en mode mais c'est pas normal. J'ai pas d'avis. Non mais je le dis pas pour toi. Je le dis de manière générale. Si tu vois ça un peu de monsieur qui est obligé de se saigner pour racheter sa propre entreprise à son ex-femme, tu vois, c'est ce qui nous explique. Moi j'ai pas d'avis, mais c'est ce qui nous explique. Oui, mais après c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Si un jour, j'espère pas, mais vous retrouviez dans le cas de ce monsieur, peut-être que grâce à ce podcast, vous aurez su à l'avance qu'il en serait et que du coup, vous aurez peut-être pris une autre décision en termes de régime matrimonial. En fait, pour moi, qui en plus l'œil un peu du droit là-dessus, ça me paraît juste logique. Surtout qu'encore une fois, tu peux te dire que peut-être qu'ils ont, ils ont 5 enfants ensemble, les franchises, ils les auraient jamais fait si t'avais pas sa femme à la maison qui s'occupait des gosses, tu vois. Ouais, donc, puis en plus, pareil. Effectivement, t'as peut-être le cas où en fait l'argent c'est une donation de sa grand-mère qui s'est saignée, on lui faisait une donation de 300 000 € pour qu'il puisse acheter ses boîtes, auquel cas effectivement l'entreprise aurait pu être un bien propre s'il avait fait une clause de réemploi. Si maintenant il a pas fait la clause de réemploi, tant pis pour lui, tu vois, à un moment donné il fallait aussi faire attention à ce type de cas. Et c'est surtout que si ça tombe, c'était de l'argent commun, peut-être qu'ils avaient une résidence principale ensemble avec monsieur, madame, que quand ils ont revendu une partie de la plus-value, il l'a mise pour créer son entreprise. Tu vois, t'as ce cas-là aussi. Donc quand tu regardes comme ça de l'extérieur, toujours se méfier un petit peu de ce que raconte entre guillemets l'ex sur ce type de cas. Et malheureusement, c'est la loi, c'est comme ça. Et quand tu te maries avec quelqu'un, t'as des conséquences. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle des régimes matrimoniaux. Tu vois, s'il n'y avait pas de conséquences, on serait pas en train de tourner cet épisode. Donc t'as raison de parler de ce cas-là, tu vois, parce que j'y avais pas pensé et c'est assez intéressant. Et je pense que typiquement ce cas-là, on pourra le comparer avec les autres régimes juste après. Ouais, parce que du coup, en plus, le monsieur, c'est moi qui fais l'évaluation des boîtes et forcément, on tire les valeurs vers le bas pour ça rentre dans des stratégies. Oui. Écoute, c'est leur vie, hein. Moi, je fais ce qu'on me demande, mais c'est vrai que voilà, c'est à prendre en compte quand même. Oui. Ça nous permet de ranker du coup sur le deuxième. Tu voulais rajouter un truc, pardon. J'allais juste rajouter que au final, tu vois, si en plus ils ont des enfants, je sais pas quel âge ils ont, mais bon, tu peux te dire qu'in fine, ça reviendra à leur gosse, tu vois. Donc, voilà, ouais. Bon. Sauf, on va dire, le seul risque, c'est s'ils sont pas très vieux, potentiellement, peut-être qu'il y en a un des deux qui peut avoir des enfants avec un autre, tu vois, et avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle des enfants d'un autre lit. Ça peut venir compliquer un peu tout, mais je sais pas, moi, s'ils ont 55 ans, tu sais qu'ils seront pas d'autres enfants, auquel cas, dans tous les cas, ça reviendra à leur gosse à la fin, quoi. Donc ça peut être aussi une vision. C'est vrai. Ça nous permet de renquérir du coup sur le deuxième qui est super connu et moi de ce que je vois, de ce que j'entends autour de nous, j'ai l'impression qu'il est ultra mal compris et souvent il se pense plus protégé en prenant celui-là alors que pas spécialement ou tu vois c'est pas utile. C'est-à-dire que ça aurait été tout aussi pareil avec la communauté, sachant que pour la séparation des biens, moi, la seule utilité que je vois, c'est quand, par rapport au business, en fait, je le sais parce que les experts comptables, c'est comme ça. C'est-à-dire que si j'avais eu un cabinet expertise comptable, on se serait marié sous la séparation pour pas qu'on vienne te chercher ta part de patrimoine si un jour je faisais couler ma boîte. Et en fait, c'est le seul truc. Et parce que j'ai déjà eu des cas comme les pharmaciens, tu vois, les pharmaciens, c'est ultra réglementé. Et du coup, ils sont tous mariés sous la séparation pour pas qu'on vienne chercher le patrimoine qui appartient à l'époux. Tout à fait. Alors effectivement, comme tu dis, c'est un régime qui est parfois mal compris, qui soit aurait dû être choisi par des époux qui ne l'a pas été ou qui des fois est choisi par des époux alors qu'il n'y avait pas spécialement lieu de le faire. C'est effectivement l'inverse de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que le régime de la séparation des biens, il n'y a pas de communauté de biens. C'est-à-dire que chaque époux garde ses biens propres et si jamais ils achètent des biens ensemble, les biens seront considérés comme l'indivision, ce sera le régime de l'indivision et ça ne sera pas le régime de la communauté justement. Sachant que tu vois, ça me permet de ramener peut-être un truc sur le régime d'avant de la communauté réduite aux acquis. C'est qu'il faut bien comprendre que, par exemple, si monsieur, il achète tout seul un appartement, en fait, le bien rentrera quand même dans la communauté. Oui, et ça, c'est un truc qui est super important, alors que si tu es en régime de séparation des biens, si monsieur achète le même appartement tout seul, son appartement sera uniquement à lui, et madame n'aura aucun droit sur l'appartement, parce que, justement, ils sont en séparation. Et du coup, pour la séparation, nous, on a un couple d'amis qui est très proche de nous. Donc, du coup, on sait ce qu'ils ont fait pour leur mariage. Et en fait, je pense qu'ils ont mal compris parce que du coup, ils sont tous les deux salariés. Ils n'ont pas de biens avant le mariage. Ils en ont acheté un en étant déjà mariés, je pense, mais via une société. Et ils ont eu un bébé il n'y a pas longtemps. Et en fait, ils sont mariés sous la séparation, sachant que madame travaille pas pour l'instant et lui oui
Et du coup, au final, elle est très peu protégée, je trouve, par rapport à ça, sachant que du coup, c'est elle qui a le bébé et forcément, elle gagne pas d'argent, elle est dépendante de lui, tu vois. Oui, bah c'est vrai que typiquement. Et je pense qu'ils l'ont pas compris en fait. Du coup. Bah c'est vrai que Je suis pas sûre que c'était ça qu'ils voulaient faire à la base. Bah, c'est vrai que dans ce cas-là où monsieur et madame sont salariés tous les deux, ils n'ont pas de patrimoine initial, ils ont potentiellement pas d'entreprise, donc il n'y a pas de risque parce qu'effectivement, un des cas que tu présentais tout à l'heure en introduction de ce régime, c'est en fait la protection de la masse commune des biens, parce qu'en fait, imaginons justement monsieur est pharmacien, il a une mauvaise gestion de son commerce, il fait faillite. S'il était marié sur le régime de la communauté, potentiellement que les créanciers pourraient venir chercher la masse commune des biens, auquel cas ça veut dire que si sa femme, madame, avait acheté un appartement seul, potentiellement les créanciers pourraient aller chercher cet appartement, alors que en étant sur le régime de la séparation des biens, monsieur pharmacien fait faillite, les créanciers ne peuvent venir chercher que le patrimoine de monsieur, madame qui a acheté son appartement seul est protégée. Donc effectivement ça c'est la vraie utilité, notamment pour les chefs d'entreprise et pour toutes les activités qui ont plus ou moins un risque financier, de l'intérêt de ce régime. Et comme tu le disais pour notre couple d'amis, ils se sont mariés en ce régime de séparation des biens alors qu'ils sont tous les deux salariés, qu'ils commencent à se créer un patrimoine immobilier avec des investissements de la résidence principale, mais dans tous les cas, ils sont, ils achètent ensemble à deux. Oui, du coup à chaque fois, oui. Ça n'a pas vraiment de différence. Lui, il a juste des donations d'avant. C'est ça. Et dans tous les cas, les donations restent des biens propres. Et même s'il y a des donations après le mariage, ça reste des biens propres aussi. Donc, en fait, il n'y avait pas de risque là-dessus. En fait, c'est parce que la plupart des gens sont un peu dans leur cas. Eux, ils ont tous les deux des parents qui ont été séparés quand ils étaient jeunes. Et en fait, à chaque fois, c'est le bordel. Et du coup, ils se disent que s'ils sont 2 fois plus protégés en cas de divorce, s'ils font la séparation comme leurs parents, tu vois. Oui, et en plus, tu vois, ça c'est un truc qu'on va, je pense, apprendre à beaucoup de gens et qui est vraiment là, je pense, la clé de l'erreur de la compréhension du régime de la séparation des biens, c'est que souvent les gens qui ont divorcé, donc notamment les parents de nos amis, ont confondu la partage de la communauté et prestations compensatoires, qui sont 2 choses complètement différentes. Le partage de la communauté, ça veut simplement dire que vous étiez mariés, vous avez des biens qui appartenaient à la communauté, donc à monsieur et à madame, on les partage 50-50, y compris si à l'entreprise de monsieur, comme on en parlait tout à l'heure. Et la prestation compensatoire, c'est un autre point des régimes matrimoniaux. C'est simplement le fait que, par exemple, un des époux a des gros revenus, l'autre ne travaille pas. Au moment du divorce, l'un doit contribuer au niveau de vie de l'autre parce qu'ils ont été mariés. Mais ça n'a rien à voir avec que vous soyez en régime de séparation des biens, en communauté. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que la prestation compensatoire sera due dans tous les cas. La prestation compensatoire, elle vient compenser l'absence ou le déséquilibre de revenus entre les 2 époux au moment du divorce pour que l'un ne se retrouve pas sans revenus. Et ça, que tu sois marié en régime de séparation des biens, c'est-à-dire que tu n'aies pas de biens communs et qu'entre guillemets, d'un point de vue de votre patrimoine, tout soit déjà bien partagé, ça n'empêchera pas celui qui a les plus gros revenus de devoir payer une prestation compensatoire au moment du divorce. Et c'est souvent là où finalement les parents ils influencent un petit peu mal leurs enfants, donc un peu nous, notre génération, sur ce point-là. C'est-à-dire que même si vous mariez en régime de séparation des biens, ça ne vous protégera pas, enfin ça n'empêchera pas que vous deviez verser quelque chose à votre ex si vous avez des revenus disproportionnés. Et ça, tu vois, c'est souvent une erreur de compréhension de ce régime de séparation des biens. Et en réalité, si vous voulez ne pas payer de prestations compensatoires à votre ex, ne vous mariez pas. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez même pas mettre une clause, par exemple, de renoncement à la prestation compensatoire. La justice a déjà estimé que c'était illégal et qu'en fait, c'était un droit que ne pouvaient pas se séparer les époux. Donc, en fait, n'essayez pas de trouver une solution par rapport à ça, ou alors simplement, il faut pas se marier, quoi. Donc, du coup, ce qu'on peut conclure, c'est qu'en fait, la séparation des biens, c'est vraiment que si vous devez vous protéger, mais protégez pas vous contre l'autre. Se protéger de la faillite, oui, tout simplement. C'est ça, en fait. Vous protégez l'un et l'autre, en fait. Exactement. En fait, soit si c'est vous qui êtes en risque d'un point de vue d'une activité qui peut amener une faillite, soit vous protégez votre conjoint, soit vous vous protégez de votre conjoint si c'est l'autre qui a une activité qui peut amener une faillite personnelle. Donc, on va dire que sauf les cas où vous êtes chef d'entreprise dans une activité qui amène un risque, et encore une fois, quand on dit chef d'entreprise, par exemple, si vous êtes directeur général d'une boîte, si la boîte fait faillite, à moins que vous ayez vraiment fait n'importe quoi au niveau de la gestion, il y a très peu de chances qu'on vienne chercher votre patrimoine personnel. En revanche, vous êtes souvent ce qu'on appelle une profession libérale, expert comptable, pharmacien,
avocat, auquel cas ça peut. Mais par exemple, typiquement, vous êtes investisseur immobilier, pour moi, ça ne justifie pas le régime de la séparation des biens, surtout si votre conjoint y participe. Pour ceux, par exemple, tu vois, comme nos amis qui veulent absolument se protéger l'un contre l'autre en cas de divorce, en fait, je me dis, peut-être qu'il aurait peut-être pas fallu se marier, du coup. Tu restes concubin et tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que du coup, non, parce que je pense qu'ils avaient envie de se marier, et que c'est un petit peu le problème d'avoir trop écouté les parents là-dessus, c'est qu'encore une fois, enfin bon, ça on sort un petit peu de l'objet du podcast, mais quand vous faites quelque chose dans la vie, écoutez pas les autres, quoi. Écoutez-vous vous-même ce que vous avez à faire, prenez les informations brutes, c'est-à-dire un peu ce qu'on est en train de vous dire dans ce podcast. On vous dit pas quel régime choisir, on vous donne juste les clés pour savoir lequel sera intéressant pour vous en fonction de votre situation, mais n'écoutez pas quelqu'un qui n'a aucune connaissance juridique dans ce domaine, vous donnez son vécu qui est certainement biaisé par ses émotions, par son ressenti et potentiellement par l'incompréhension du régime, parce que justement, tu vois, là, on parlait de la prestation compensatoire il y a quelques minutes. Ça, je pense que c'est une incompréhension majeure des gens qui ont vis-à-vis de leurs régimes matrimoniaux, où ils ne comprennent pas que la séparation, enfin que la dissolution de la communauté des biens est différente de la prestation compensatoire. Ouais. Sachant que la prestation compensatoire, c'est juste une logique à partir du moment où les gens se marient, il y a une protection mutuelle. En fait, on rentre en fait dans les obligations des époux, qui est notamment la protection mutuelle, tu vois. Et en plus, là, on n'est pas vraiment sur, on va dire, une obligation morale, on est sur une obligation juridique qui vient tout simplement qu'à l'époque, c'était surtout dans la génération de nos parents, c'était très souvent monsieur qui travaillait, madame qui ne travaillait pas, et qu'il fallait faire en sorte que madame ne finisse pas, on va dire, sans rien au moment du divorce. Ok, ouais. Ça vient aussi, je pense, tu vois, toujours pareil, hein, si tu veux remonter un peu à ce type de décision, ça revient aussi à une logique de certaine libéralisation de la société qui permet aussi, entre guillemets, à l'époux qui ne travaille pas, de pas se dire je peux pas divorcer parce que sinon je vais me retrouver sans rien, tu vois. C'est aussi dans cette logique-là. Et je pense qu'il y a un truc aussi, tu sais, il y a il y a pas de femmes au foyer quasiment, enfin très peu de femmes au foyer, je pense, de moins en moins en tout cas. Dans notre génération, beaucoup moins. Ouais, les femmes travaillent, bon déjà parce que on vit pas avec un seul salaire ou pas bien. Ouais. Mais il y a aussi le Boomer Dream, tout ça. Mais il y a cette histoire aussi que on se sépare, en fait, je suis sans rien, du coup effectivement ça rentre un peu dans ce cadre-là. On peut passer au régime de la communauté universelle. Ce truc-là, c'est pas connu et pourtant, moi, je trouve ça pas si mal en vrai. Ouais, c'est peu connu parce que peu utilisé, mais ce qu'on appelle la communauté universelle, c'est un peu le régime légal plus, c'est-à-dire que dans la communauté universelle, il n'y a pas de biens propres. Tous les biens, y compris ceux qui ont été acquis avant le mariage, reçus par donation de succession pendant le mariage, rentrent dans la masse de la communauté universelle. Ça veut vraiment dire que les deux patrimoines des époux sont confondus en un seul. C'est peu utilisé parce que c'est toujours pareil, un petit peu la peur du mariage, la peur du divorce, pardon, comment on fait, comment on fera, machin, etc. Mais en tout cas pour les époux qui ont un peu cette logique, tu disais tout à l'heure, hein, un peu la logique fleur bleue à la vie et à la mort, c'est plutôt intéressant. Moi, le cas où j'ai rencontré le plus ce régime, c'est souvent pas le régime qui est choisi au moment du mariage, parce qu'on est jeune. C'est souvent le régime qui est choisi beaucoup plus tard, quand, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient, je sais plus, 60, 70 ans, qui savaient qu'ils allaient passer la fin. Ils n'allaient pas divorcer sur les années c'est qui ça, restent. ça allait passer la fin de leur vie ensemble. Ouais. En revanche, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient été en séparation des biens, parce que monsieur avait une entreprise et madame pas. Monsieur avait un très gros patrimoine et madame pas de patrimoine. Et en fait, ils ont été bien conseillés. Ils se sont rendus compte que au moment de la succession, si on voulait bénéficier du maximum d'abattement pour gratifier les enfants et leur faire payer moins d'impôts, c'était plus intéressant de mutualiser le patrimoine au sein de la communauté universelle. Comme ça permettait à madame d'avoir, entre guillemets, plus de patrimoine et pouvoir donner aux enfants, alors que avant qu'ils fassent ça, c'était que monsieur qui donnait, vu que madame n'avait rien à leur donner. Ça, c'est une question que je me pose. Mais en fait, quand tu divorces, est-ce que de toute manière, tu donnes pas pour tes enfants ? Alors peut-être tous les couples ne veulent pas d'enfants, mais je parle pour, par exemple, ceux qui en veulent et qui en font. Tu vois, par exemple, nous, on a beaucoup de biens immobiliers où on est en société chacun. Quand on les aura tous, on donnera la nue propriété aux enfants. Donc, est-ce que ça simplifie pas...
J'arrive pas à parler aujourd'hui. Ça simplifie pas le divorce et la rétribution du patrimoine. Bah si, en fait, la communauté universelle dans la logique de transmission du patrimoine, c'est beaucoup mieux. La problématique en revanche, c'est que c'est un régime qui peut créer beaucoup de soucis au moment du divorce si les époux sont pas très âgés. Parce que justement, tu parles de la transmission aux enfants, mais imagine un couple qui se marie à 25, qui divorce à 35. Peut-être 35, c'est peut-être encore un peu tard, mais qui a les divorces à 32, 33, potentiellement, s'il y en a un qui se remarie, il peut avoir des enfants derrière. Ah ouais. Donc tu peux te retrouver avec une partie du patrimoine que tu avais créé au moment où vous étiez mariés qui va à la fin finir dans les mains d'un enfant qui n'est pas de toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est plutôt dans cette logique-là. C'est pour ça que ce régime-là, je ne le recommande pas si vous mariez très jeune, mais gardez à l'esprit que c'est possible d'utiliser. C'est simple, hein, il suffit de repasser devant le notaire pour modifier son régime matrimonial, et ça peut être intéressant de passer en communauté universelle à partir du moment où voilà, vous êtes âgé, vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez finir votre vie ensemble et que vous êtes dans une logique de comment faire en sorte que notre patrimoine qu'on a durement acquis en faisant des prêts immobiliers et en se battant avec Enedis, on puisse le transmettre à nos enfants sans qu'ils se fassent soulever par la fiscalité, quoi. C'est clair. Dernier régime, celui-là je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Ouais. Régime de la participation aux acquis. Et sur l'entreprise, je pense que je vous ferai un épisode sur cette entreprise. Ouais. Mais du coup, c'est un de mes plus gros clients. Et ouais, eux, ils sont mariés sur la participation aux acquis. Oui, ce régime est très peu connu. C'est un régime qui est assez intéressant. Moi, vraiment, quand je l'ai appris, j'ai vraiment trouvé que c'était. Ouais, je trouve ça pas mal en vrai. C'était vraiment pas mal parce qu'en fait, vous aviez un petit peu vous aviez le meilleur des deux mondes entre le régime de la communauté légale et la séparation des biens. C'est-à-dire que pendant le mariage, vous êtes en régime de séparation des biens, donc il n'y a pas de masse commune des biens. Chaque opération que fait monsieur ou madame lui est propre à lui-même et l'autre ne peut pas intervenir ou n'est pas appelé sauf s'ils achètent en indivision. En revanche, au moment de la dissolution de ce régime, donc en cas de divorce ou en cas de succession, on va surtout parler du divorce, on se comporte comme si ça avait été un régime de communauté légale. On va regarder les masses de biens propres de monsieur et de madame, on va regarder celui qui s'est le plus enrichi des deux, et celui qui est le plus enrichi va donner la moitié de la différence à l'autre pour rééquilibrer les patrimoines à la fin. Donc ça veut simplement dire, par exemple, si au moment du divorce, le patrimoine de monsieur a augmenté de 100 et le patrimoine de madame a augmenté de 50, en gros, on va donner 25 à monsieur, monsieur va donner 25 à madame pour que les deux soient 75 à la fin. C'est ça la logique de ce régime. Sachant que les biens propres et les biens acquis avant mariage restent en dehors du régime, de la créance de restitution au moment de la dissolution du régime. J'ai eu un petit bug là-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, si vous recevez des biens par donation, succession, que vous les aviez acquis avant le mariage, ils seront pas concernés par cette différence d'enrichissement. On regardera uniquement vraiment que ce que vous avez acquis pendant votre mariage, principalement par le fruit de vos revenus. Et moi, du coup, mon client, ils sont mariés tous les deux par la participation. Lui, il a créé une grosse boîte et elle est... elle a des parts dans la boîte, mais elle n'est pas du tout majoritaire. C'est lui qui est président de tout et il détient 95% à chaque fois de toutes les sociétés. Et du coup, ça change quoi pour eux? Parce que du coup, elle prend quand même des salaires, elle prend des dividendes. Juste, elle a pas elle aura rien de tout ce à quoi elle participe, du coup, quasiment. Bah si. Ah si, elle aura la moitié, elle aura la valeur de la moitié de l'entreprise au moment où s'il y a un divorce, elle aura droit à la moitié de l'entreprise si l'entreprise a été acquise après le mariage. Ça a été acquis après le mariage, ouais. Ok. Donc quoi qu'il arrive, elle aura droit à la moitié de l'entreprise. Et d'ailleurs, je pense que c'était pas d'actualité. Alors quand j'ai lu leur truc de mariage, à mon avis, il allait acheter quelque chose et du coup, elle pas. Et après, ils ont refait une société après qui n'a rien à voir. Mais ok. D'accord. Tu vois, moi justement, j'ai eu un cas pareil avec un client il y a pas longtemps que j'ai trouvé assez intéressant parce que ça m'a même obligé de rouvrir un peu le fameux CMS Francis Lefebvre pour avoir la réponse sur la jurisprudence. Où en fait, c'était un couple qui allaient se marier début juin. D'ailleurs, je pense que du coup, ils doivent être mariés. Je les avais rencontrés, j'avais rencontré monsieur au cours du mois de mai. Et en fait, ils allaient se marier. Ils voulaient choisir le régime de la participation aux acquis. Et monsieur
allait faire l'acquisition de l'entreprise familiale autour du mois de septembre. En fait, aujourd'hui, il était dirigeant de l'entreprise, il n'avait pas encore il n'était pas encore propriétaire des parts et il allait les acquérir à la fin de l'année par le biais d'un financement. Okay. Donc l'entreprise n'allait pas pouvoir être impropre parce que c'était pas une donation, c'était simplement son père qui va lui revendre par ce qu'on appelle un FBO, donc un family buy-out. Donc en fait, quand vous vendez les parts à vos enfants, que vos enfants prennent de la dette et qu'en gros, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir rembourser le prêt à la banque. Donc ça se fait souvent dans les transmissions d'entreprise parce que on va dire que le dirigeant il hésite entre vendre son entreprise et la donner à ses enfants, mais des fois il peut pas forcément donner les 100% parce que ça va coûter cher en droits de succession et donation, et que lui il faut bien qu'il ait des revenus pour sa retraite. Donc en l'occurrence ils avaient fait le régime de la participation aux acquets parce que du coup monsieur pensait que par ce régime il pouvait faire signer une clause à son épouse, enfin sa future épouse, où elle renonçait au moment de la dissolution du régime de participation à ne pas demander la valeur de l'entreprise. Et c'est vrai que tu aurais pu l'imaginer, tu aurais pu te dire on fait un régime de participation aux acquets, on partagera 50-50 de tout ce qu'on a acquis si jamais on divorce. En revanche, l'entreprise qui vient de ton père, que tu vas rembourser avec le fruit de ton travail, etc., on l'exclut de ce qu'on va devoir se partager au moment du divorce. Tu vois, c'est une certaine logique et ça aurait pu. Et ça, malheureusement, le juge a dit non. C'est vrai ? Ouais, donc en fait, quoi qu'il arrive au moment du divorce, même si madame elle avait signé un papier qui reconnaissait l'existence de cette clause, ça n'avait pas de valeur. Et en gros, si madame est de bonne volonté, elle peut quand même te dire ok, ton entreprise c'était ton père qui te l'a vendu, etc. Je renonce à la moitié. En revanche, si elle n'a pas envie, rien lui oblige. Rien lui oblige. C'est fou. Donc c'était assez intéressant parce que tu vois, c'était vraiment un point de détail assez important, surtout que c'est un régime qui est assez récent, je crois, la participation aux acquets. Enfin, il me semble pas qu'il ait été, je crois que c'est les années 80-90 par rapport aux autres régimes qui sont beaucoup plus vieux. Et les jurisprudences que j'ai consultées étaient assez récentes sur le sujet. Donc c'est intéressant de savoir qu'il malheureusement il y a pas de solution de pouvoir décider qu'est-ce qui fera partie ou pas j'ai du mal, à force de remonter les mêmes mots, à la fin je finis par fatiguer. Je dis il y a pas vraiment de moyen d'exclure certains biens de la séparation du régime au moment où il y aurait un divorce, par exemple. On peut pas choisir, tiens, ça en fait partie, ça n'en fait pas partie. On est obligé, c'est pas, tu peux pas, entre guillemets, un petit peu te dire, je vais prendre un peu de ça, mais je prends pas ça dans le régime, t'es obligé de prendre l'intégralité du régime. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est, on a parlé rapidement tout à l'heure, quand vous voulez modifier votre régime matrimonial pendant la durée, vous passez chez le notaire. Après, attention, ça peut avoir des conséquences fiscales, notamment par exemple dans le cas où vous étiez marié sur un régime de communauté et vous voulez passer en régime de séparation des biens, c'est-à-dire que pendant votre mariage, vous faites un petit peu comme un divorce d'un point de vue de votre patrimoine, donc vous aviez des biens communs et vous décidez de passer en régime de séparation. Ça peut arriver si par exemple quand vous êtes marié, vous étiez jeune, vous n'aviez pas de patrimoine, vous étiez salarié, il n'y avait pas vraiment de risque, vous aviez choisi d'être en régime de communauté, que par exemple arrivé 35-40 ans, il y en a un des deux qui a une entreprise à risque par exemple, auquel cas ça peut avoir du sens de se mettre en séparation. Vous allez simplement chez le notaire, vous avez juste à signer entre guillemets la séparation de vos régimes. En revanche, attention, vous allez devoir payer une taxe parce que l'État ne vous oublie jamais, et vous avez une taxe de 1% de la valeur de votre... c'est énorme. Si pour la dissolution, en fait, c'est considéré comme une dissolution d'une indivision, et encore à l'époque c'était 2,5. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un divorce coûte cher, parce qu'en plus l'État prend sa part. Mais ça coûte super cher, dis donc. Et à l'époque c'était 2,5. En 2017 c'était 2,5, puis le gouvernement de l'époque l'avait petit à petit ramené à 1%, je crois autour de 2019-2020. Et donc aujourd'hui, ça vous coûte quand même un petit billet quand vous passez d'un régime de communauté à un régime de séparation. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le réfléchir avant mariage. Par contre, quand vous passez d'un régime de séparation à un régime de communauté, là vous ne partagez rien, donc ça ne vous coûte rien. D'ailleurs, ça va même revenir, le nom de cette taxe s'appelle le droit de partage. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour choisir du coup son régime ? Bon, après, toujours il y a un notaire, je pense, qui peut conseiller. Oui, alors vous avez plusieurs choix. C'est déjà le plus important, je pense, c'est d'en parler avec votre futur conjoint. Je pense que c'est quand même la base. Alignez-vous sur les objectifs et sur la vision tout simplement du couple. C'est ça. Je pense qu'il y a déjà une question de vision du couple, d'une vision de l'argent dans le couple. Par exemple, un truc tout bête, mais si vous avez pas si par exemple ça fait plusieurs années que vous vivez ensemble, vous n'avez pas de compte commun, que vous êtes toujours un petit peu en mode tu me dois ça. Tu me dois ça. Moi je paye ça, toi tu payes ça, et à la fin on fait les comptes ensemble. Vous êtes peut-être plus destiné à avoir un régime de séparation, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ou pas se marier même. Tout
simplement. En fait. Peut-être pas se marier. Après, tu vois, le mariage, il y a souvent un peu un aspect moral. Je pense qu'avant les questions de, on va dire, de régime matrimoniaux, les gens se marient parce qu'ils ont envie de se marier, tu vois. Donc, je suis pas sûr qu'on peut conseiller de pas se marier, mais t'as raison de le dire aussi. En revanche, c'est surtout que, voilà, ça va dépendre de quelle vision vous avez de l'argent. Si par exemple, peut-être ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, vous ouvrez déjà un compte commun et vous décidez de fonctionner. Sachant qu'encore une fois, par exemple, pour l'aspect bancaire, le régime matrimonial compte, mais ça n'influence en rien les comptes que vous pouvez ouvrir ou pas en commun. Tu vois, par exemple, vous pouvez très bien être en régime de communauté et n'avoir que des comptes perso, comme vous pouvez être en régime de séparation et avoir que des comptes communs. Il n'y a pas de règle là-dessus, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais je pense quand même qu'il faut que c'est une certaine cohérence et que ça ressemble un petit peu à la manière dont vous fonctionnez en fait. Donc je pense qu'il y a ça qui est important, il y a vos objectifs de vie, vos objectifs financiers. Peut-être que s'il y en a un des deux qui est salarié, qui a peur de l'investissement, qui n'a pas envie de développer son patrimoine, et un autre qui a une entreprise, qui veut investir, etc., ça peut peut-être valoir du sens d'être en séparation pour éviter, on va dire, peut-être un jour d'avoir des choix compliqués à faire sur la vision que chacun veut en avoir des investissements et notamment des biens qui seront à la fin détenus par le couple. À l'inverse, si maintenant vous faites des investissements ensemble, que vous êtes très liés là-dessus et vous savez que les investissements, quoi qu'il arrive, chacun a participé à ce qu'il devait faire, etc. À ce moment-là, restez en communauté, comme ça au moins chacun aura 50% si jamais un jour il y a une dissolution du mariage, quoi. On peut peut-être dire ce que nous on a choisi. Ouais. Parce que nous, on va se marier bientôt. Annonce sur le podcast. Sauf si pour ça un peu qu'on faisait cet épisode. Nous, du coup, on a choisi la communauté. Ouais, parce qu'on a bien regardé les régimes et nous, pour l'instant, il n'y a pas d'entreprise et même s'il y en a plus tard, ça sera très probablement nos entreprises. Donc là, il n'y a pas de différence entre les époux à ce niveau, enfin entre les futurs époux à ce niveau. Donc en fait, on n'a pas d'autres. Enfin, je veux dire, le régime de la communauté nous paraît juste et il n'y a pas vraiment de questions à se poser davantage là-dessus. Oui, et puis par exemple, je sais que moi, quand on aura des enfants, je veux prendre vraiment le temps quand ils sont petits de m'en occuper. À ce moment-là, je travaillerai moins, mais du coup, au moins, on s'occupera, enfin, un de nous deux s'occupera des enfants, tu vois, ça rentre un peu dans la contrepartie, et puis on a toujours fonctionné un peu comme ça. Complètement. Depuis le début, on est un peu comme ça, donc... ça revient un petit peu, ça on en avait parlé déjà dans l'épisode Investir en couple. Ouais. On avait parlé à l'époque, donc ça rejoint la vision qu'on a là-dessus, qui en tout cas nous paraît équilibrée pour... la vision qu'on en a et ce qu'on a envie de faire ensemble, quoi. Donc ça me paraît logique. Également, j'en profite pour rebondir, n'hésitez pas à consulter un notaire ou un conseil juridique. Ça vous coûte rien. Au pire, prenez juste pas une vieille branche, mais après. C'est ça. Je pourrais même, imaginons même vous tombez sur un banquier qui est un petit peu calé, vous pouvez en parler avec lui. Moi, j'en parle très souvent avec mes clients. Après, vous voyez, si le mec il pige rien au régime matrimonial, lui en parlez pas, quoi. Mais bon, au pire, allez voir un notaire. Au pire, vous payerez une consultation, ça vous coûtera pas très cher et au moins comme ça, il pourra vous conseiller. Mais prenez quand même le temps parce que bon, même tu vois, moi j'ai eu des retours, le client avec qui j'ai parlé du régime de la participation Zaké, son notaire il l'a pas si bien conseillé parce qu'il avait justement vu un notaire pour faire ce régime et le notaire l'avait pas du tout averti sur l'entreprise, tu vois. Donc c'est toujours pareil un petit peu à chaque fois qu'on vous recommande d'aller consulter quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui prend le temps de vraiment analyser votre situation et qui fait pas juste une chambre d'enregistrement parce que sinon ça aura pas vraiment d'intérêt au niveau des conseils. Peut-être pour finir là-dessus, un rapide point sur la dissolution du régime matrimonial par décès. Donc on a parlé beaucoup du divorce dans cet épisode, mais bon, il peut y arriver que ça se fasse par décès. Il y a quand même une logique de protection à avoir au niveau du mariage. Sachez que peu importe le régime que vous choisissez, le conjoint est un héritier. Alors c'est pas un héritier protégé parce que à partir du moment où vous avez vos enfants, si la loi dit que normalement votre patrimoine va à vos enfants, vous pouvez toujours sur une partie de votre patrimoine en fonction du nombre d'enfants que vous avez décider d'en allouer une partie à votre conjoint. Il y a que par exemple le cas où vous êtes marié mais vous n'avez pas d'enfants, où c'est votre conjoint qui héritera de vos biens. Également, ça c'est important à savoir et je pense que c'est assez intéressant, il n'y a pas de droit de succession entre conjoints ni entre partenaires de Pacs d'ailleurs, donc voilà, ça c'est aussi l'avantage, c'est que si un jour il y a un décès et que vous aviez prévu par exemple le biais d'un testament, on avait parlé du testament en introduction, de protéger votre conjoint en vous disant le jour où il meurt c'est lui qui reçoit tout mon patrimoine, c'est aussi un moyen de le protéger, il n'aura pas d'impôt à payer. Tu vois, le mariage, moi je trouve que c'est un peu plus de sens surtout par rapport au décès en fait, plutôt que d'avoir peur du divorce. En cas de décès, je préférais que tout te revienne à toi, tu vois, ou aux enfants.
Tout à fait. Et pas, je me dis pas, si un jour on y va, j'espère qu'il n'y aura pas un pesos. Tout à fait. Mais c'est bien aussi de voir qu'on peut protéger. Exactement. Sachant que pareil, quand vous êtes dans un régime de communauté, s'il y a un décès, celui qui décède, il faut partager ses biens propres et la moitié du régime de communauté. C'est pour ça qu'y compris dans un décès, le régime de séparation simplifie un petit peu les choses parce que tous les biens sont propres. Et notamment, imaginons, vous êtes marié sur le régime de la communauté, vous n'avez pas fait de testament, vous avez vous avez beaucoup de biens communs parce que vous avez beaucoup de patrimoine immobilier, c'est que vos enfants qui sont héritiers. S'il y en a un qui décède, ça peut être un petit peu compliqué pour le conjoint survivant en absence de disposition testamentaire parce que vous avez la totalité des biens de la masse qui vont devoir être partagés avec vos héritiers. Donc ça peut des fois, peut-être que vous vous dites non mais bon, moi je me disais qu'au moment où je décédais, tout revenait à mon épouse et que mes enfants ils l'auraient seulement à la fin. Voilà, c'est quand même des questions qu'il faut voir un petit peu. Alors, tu penses qu'il faut rédiger tôt un testament et l'ajuster au cours de la vie ou pas ? Oui et non, tu vois. Parce que moi, je sais que ma grand-mère, elle en tient un depuis, vraiment longtemps. Oui, mais bon, ta grand-mère, tu la connais depuis, quand t'es née, elle avait déjà 60 ans, tu vois. Donc, oui, voilà, mais elle l'a ajusté entre-temps, en fait. Elle y va souvent pour réajuster. Alors, je ne sais pas ce qu'elle réajuste au juste. Je sais qu'elle réajuste des choses. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de tenir tout le temps un testament à jour, plus ou moins Oui, après, moi, honnêtement, le testament, par exemple, moi, je commencerai à m'en préoccuper quand, par exemple, vous avez fini d'avoir des enfants, tu vois. Après, c'est pas forcément un très bon conseil parce que la réalité, c'est qu'un décès, ça peut survenir à n'importe quel moment. Mais si t'es quand même dans une logique de toute façon, ça sera pour organiser si tu te dis pas que tu vas mourir jeune, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire trop tôt non plus. Surtout, par exemple, au début, quand t'as pas beaucoup de patrimoine, que t'as pas d'enfants, ça vaut peut-être pas trop le coup de se casser la tête. Non, mais nous, on a quand même beaucoup de patrimoine et si par exemple, il y en a un de nous deux qui est actuellement là, pour l'instant, on est mal protégé là-dessus, ouais. Là, je te l'accorde. Là, c'est nos parents qui héritent de C'était sur la liste de ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas eu le temps de s'y pencher, mais t'as entièrement raison là-dessus. Ouais. C'est pour ça que c'est quand même recommandé de faire un testament le plus tôt possible, mais pour moi, c'est pas non plus... pour moi, c'est pas un truc urgent, tu vois. Par contre, c'est un truc où il faut s'en préoccuper assez tôt. Je pense pas qu'il y ait d'âge ou de niveau de patrimoine ou de situation particulière. C'est plus que à partir du moment où vous commencez à avoir du patrimoine, c'est bien toujours de se préoccuper de ce qui se passera le jour où vous décédez, parce que peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie, elle peut en être impactée, quoi. Je pense qu'on est pas mal sur l'épisode. Franchement, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Pour la fameuse FAQ. Et puis, on était content de vous retrouver. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre sur Instagram, à vous abonner aux chaînes et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, et n'oubliez pas les 5 étoiles, vraiment, ça nous aide beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.